Oui. Pour les Jeux Olympiques de 1916 à Berlin, on fait comment? On annule. En 1912, le CIO se réunit à Stockholm dans sa 14e session pour décider de la ville hôte des prochains Jeux Olympiques. Berlin, Alexandrie, Budapest sont en concurrence pour accueillir les Jeux de la 6e Olympiade. C'est finalement Berlin qui est choisi, un choix soutenu par Coubertin qui veut prouver que le courant olympique dépasse les tensions internationales. En Allemagne, Karl Diem est choisi pour organiser les Jeux de Berlin 1916. Il est alors président de l'autorité sportive allemande pour l'athlétisme, qui deviendra plus tard la Fédération allemande d'athlétisme. Dès 1913, Karl Diem se rend aux États-Unis pour étudier les causes de la supériorité américaine dans le domaine sportif. La guerre éclate alors que les sportifs allemands sont en pleine préparation des Jeux olympiques de Berlin 1916. Cuba et les États-Unis se proposent comme solution de secours, mais Coubertin et le CIO refusent ces propositions. Personne n'imagine alors que le conflit va s'éterniser. Coubertin, comme Karl Diem, se portent volontaires comme des milliers de patriotes français et allemands. Coubertin n'est pas retenu en raison de son âge et décide de transférer le siège du CIO et son domicile à Lausanne, en Suisse, pays neutre. La ville sera désignée en avril 1915 comme siège officiel du CIO. Un musée olympique doit même y être construit. Coubertin va même envisager pendant un temps d'y construire une nouvelle Olympie, mais le projet est finalement abandonné. En 1922, Coubertin s'installe définitivement à Lausanne avec sa femme et ses enfants. La municipalité de la ville va même lui confier un appartement dans la villa Montrepos. Certains sportifs sont issus de l'armée avant 1914, mais pas tous. Les escrimeurs, par exemple, sont en grande partie déjà issus du monde civil. La France fait le choix, démographie oblige, de ne pas exempter ses grands champions de l'obligation militaire. De nombreux grands sportifs se portent aussi volontaires pour la guerre. A contrario, l'Allemagne, elle, fait le choix d'exempter ses grands sportifs de leurs obligations militaires, persuadée, comme de nombreux pays à l'époque, que le conflit sera court et que les Jeux Olympiques de Berlin en 1916 auront finalement bien lieu. Pour la France, 426 champions, toutes disciplines confondues, mourront au cours du conflit. Leurs noms ont été gravés sur un monument inauguré au Stade de France le 21 mai 2016 par le président de la République, François Hollande. 9 médaillés olympiques français figurent sur cette liste. Henri-Edmond Bonnefoy est né en 1887 au Tremblois en Haute-Saône. Directeur de l'école normale de tir de Châlons, il participe aux Jeux olympiques de Londres en 1908 et remporte la médaille de bronze. Lieutenant du 133e régiment d'infanterie, il est tué à l'ennemi lors du combat de Cernay le 9 août 1914. Il est considéré comme le premier champion olympique à avoir été tué pendant la Première Guerre mondiale. Louis Bach, né en 1883 à Paris, a participé aux Jeux olympiques de 1900 où il gagne une médaille d'argent. À tout juste 17 ans, il est alors le plus jeune membre de l'équipe de France de football. Rappelé en août 1914, il rejoint le 128e régiment d'infanterie et est tué au combat le 16 septembre 1914 à Cervon-Melzicourt dans la Marne. Charles Devandeville, né en 1882 à Lesquin dans le Nord, est un nageur. Il remporte en 1900 aux Jeux olympiques de Paris le titre olympique du 60 mètres nage sous l'eau. Incorporé au 1er régiment d'infanterie, il est tué le 19 septembre 1914 à Reims. Jean Bouin, né à Marseille en 1888, déborde d'énergie dès son plus jeune âge. Pendant les récréations, il fait des tours de cour en courant, ce qui agace son instituteur, Joseph Pagnol, le père de Marcel Pagnol. 6 fois champion de France, il établit 14 nouveaux records nationaux, remporte 3 fois le Cross des Nations. Sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres en 1908, il n'est finalement pas autorisé à courir, sanctionné suite à une bagarre dans un bar de Soho qui le conduit à passer la nuit au poste. Aux Jeux de Stockholm en 1912, il établit un record de France qui tiendra jusqu'en 1948. Mobilisé dès le 2 août 1914, il est incorporé au 163e régiment d'infanterie. Agent de liaison sur le front, il tombe, atteint par des éclats d'obus, le 29 septembre 1914 dans la Meuse. Sa mort sera mythifiée dans les journaux, qui dépeignent une mort glorieuse en chargeant les lignes ennemies au cri de « Vive la France ». Les dernières recherches attestent que la mort de Jean Bouin aurait été causée par une très probable erreur de tir de l'artillerie française. Louis le Béchu de Champsavin est né en 1867 à Asserac. Fils d'un officier des zouaves pontificaux, il fait une carrière militaire dans la cavalerie. Cavalier de haut niveau, il est instructeur d'équitation à Saint-Cyr et participe aux épreuves d'équitation des Jeux de 1900 à Paris,
où il remporte la médaille de bronze en saut d'obstacle. Chef d'escadron en 1913, combattant de la Première Guerre mondiale, il meurt le 20 décembre 1916 dans un hôpital militaire de Nantes des suites d'intoxication par gaz pendant son séjour au fort de Tavannes de février à novembre 1916. Léon Flameng, né en 1877 à Paris, champion olympique à Athènes en 1896 en cyclisme sur l'épreuve des 100 km en 3 heures 8 minutes et 1 centième. Il est aussi médaille d'argent sur 10 km et médaille de bronze sur 2 km. Aviateur, le sergent-pilote du 2e groupe d'aviation Léon Flameng est tué le 2 janvier 1917 au-dessus d'Ève, dans l'Oise. Octave Lapise, surnommé le Frisé, est né à Paris 14e arrondissement en 1887. Cycliste brillant, il remporte le Tour de France en 1910, celui qui aborde, pour la première fois de son histoire, les Pyrénées et ses grands cols. Bien que vainqueur de 2 étapes pyréniennes, il lance, en passant le sommet de l'Aubisque, aux organisateurs « Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels ». Réformé au début du conflit pour cause de surdité, il s'engage pourtant et choisit l'aviation. Sergent, il est tué dans un combat aérien le 14 juillet 1917 au-dessus de Fliré du côté de Toul. Gaston Alibert, né à Paris en 1878, médaille d'or en 1908 aux Jeux de Londres à l'épée, en individuel et en équipe, contracte la tuberculose au front et y succombe le 26 décembre 1917. Henri Tauzin est né en 1879 à Paris. Il est spécialiste du 400 mètres haies, champion de France sans interruption de 1896 à 1900. Il remporte la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1900 à Paris. L'épreuve est d'ailleurs organisée très artisanalement. Les haies sont des morceaux de poteaux télégraphiques et le dernier obstacle de la course est constitué par une sorte de rivière. À 35 ans, Henri Tauzin rejoint le corps des territoriaux comme officier d'administration dans le génie. Il meurt pour la France le 11 octobre 1918. À la longue litanie des sportifs tués au cours de la Première Guerre mondiale s'ajoute la liste très longue aussi des sportifs blessés au front. Ainsi, Joseph Guillemot, qui a été gazé au cours du conflit, gardera le poumon droit atrophié. Il reprendra pourtant une carrière sportive internationale et décroche en 1920 à Anvers le titre olympique sur 5000 mètres. Armand Massard, escrimeur, champion de France à l'épée en 1914, lieutenant dans un régiment d'artillerie, est touché par des éclats d'obus au ventre au cours de la guerre. Après le conflit, il reprendra difficilement le chemin des salles d'armes. Il remportera en 1920 la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Anvers à l'épée. Le nageur et champion olympique Gérard Meister livre une description glaçante des blessures qu'il reçoit au cours de la guerre. « J'ai reçu 5 pruneaux par les Boches le 9 septembre à la Marne. Mes blessures étaient assez sérieuses, surtout l'une d'entre elles, qui m'a obligé à garder le lit depuis bientôt 120 jours. Le Boche qui m'a logé cette balle ne m'a pas manqué, elle a traversé le pied droit de part en part. Par 2 fois déjà, on a dû m'opérer. On m'a coupé le 3e orteil et charcuté le pied pour retirer le débris d'os, ainsi que l'enveloppe de la balle. Jugez un peu si j'ai chanté. Maintenant, cela va mieux, et je commence à marcher 10 minutes par jour avec des béquilles. Et pourtant, je crois qu'on sera obligé de m'ouvrir une 3e fois le pied, car il doit rester encore quelques débris d'os en balade. » Lourdement mutilé, Gérard Meister revient à la compétition après la Grande Guerre, sans toutefois retrouver son niveau d'antan, qui lui avait permis de participer aux Jeux Olympiques en 1908 et 1912. La guerre laisse 6 millions d'invalides dans l'ensemble des pays belligérants. Le sport va être utilisé par le corps médical comme moyen de rééducation dans l'après-guerre. Dans les hôpitaux et les centres de rééducation, les blessés eux-mêmes organisent de petites compétitions entre eux. Les premiers fauteuils roulants apparaissent, les prothèses gagnent en efficacité, et on assiste déjà à des compétitions voyant s'affronter des blessés appareillés. Eugène Ruben-Alcaïs a l'idée de lancer une fédération sportive des sourds-muets de France dès juillet 1918. Bientôt se fait sentir le besoin d'organiser des compétitions internationales. Connue sous le nom de Silent Games, une compétition internationale réunit au stade Pershing à Paris du 11 au 17 juillet 1918 148 athlètes malentendants venus de 11 pays différents. 7 disciplines sont proposées, l'athlétisme, le cyclisme, le football, la natation, la plongée, le tennis et le tir. Devant le succès rencontré, il est décidé que ces Jeux auront maintenant lieu tous les 4 ans. Comme de nombreux soldats, un certain nombre d'athlètes olympiques ont aussi été faits prisonniers au cours de la Première Guerre mondiale. C'est le cas de Géo André. Ce rugbyman de renom est mobilisé dès le début de ce qu'il appelle le domaine le plus brutal du sport, la guerre. Blessé, encerclé par des soldats allemands, il ne dut sa vie sauve qu'à sa pratique sportive. En effet, un sous-officier allemand, voyant sa carrure athlétique, l'interroge pour savoir s'il est boxeur. Quand le vice-champion olympique de saut en hauteur répondit qu'il était athlète, son ravisseur énonça qu'il pratiquait aussi la course à pied,
et ordonna à ses hommes de rengainer leurs revolvers. Ce qui fit dire à Géo André « Nous étions entre confrères, c'est au sport, à n'en pas douter, que je dois la vie. » Après la Première Guerre mondiale, les sports collectifs connaissent un essor important. De nouveaux sports sont ainsi importés en Europe, le baseball, le basketball et le volleyball. Mais incontestablement, le sport qui connaîtra l'essor le plus important est le football. Il avait fait son apparition comme sport olympique officiel dès les Jeux Olympiques de Paris en 1900. Pratiqué en France depuis le Second Empire, ce sport qu'on appelle encore le football association est très populaire. Les règles sont encore à consolider. Dès 1915, les journaux de poilus font état de matchs amicaux organisés sur l'arrière du front entre soldats par des sportifs qui ont amené avec eux au front des ballons. Ces compétitions amicales sont vues d'un bon œil par les officiers qui y voient un moyen efficace de lutter contre le cafard qui se propage déjà parmi les soldats. Ces matchs amicaux sont aussi soutenus par les officiers qui y voient un moyen efficace d'amener les soldats à faire de l'exercice alors que la gymnastique militaire est parmi eux assez impopulaire. En 1909 avait été inauguré près de Paris le Luna Park. Le nom est déjà connu à l'époque. Et en 1915, à Commercy est ouvert un parc qui va s'appeler le Poilus Park, par imitation du nom de Luna Park. Le Poilus Park est un centre de détente imaginé par le commandement à 20 km sur les arrières du front, en particulier du saillant de Saint-Mihiel. Là, les soldats mis au repos se voient offrir une douche chaude, un trousseau complet de vêtements de rechange et peuvent aussi aller écouter des concerts. Un cinéma gratuit est ouvert au Poilus Park et réservé aux soldats. Le parc est aussi doté d'une piscine, on peut donc y pratiquer la natation, mais aussi d'autres sports comme l'escrime et la boxe, et on y dispute des matchs amicaux de football association. Au cours de l'offensive de la Somme en 1916, les soldats anglais, qui sont des très grands pratiquants du football association, vont se retrouver au contact des troupes françaises avec lesquelles ils mènent l'assaut. Au contact de leurs confrères britanniques, les soldats français prennent une véritable leçon de football. C'est à ce moment-là que l'influence britannique va permettre une amélioration du niveau en football association des soldats français. Les dribbles s'améliorent, le jeu de tête est mieux maîtrisé, passes et contrôles se font plus précis. En octobre 1917, l'armée distribue des milliers de ballons aux soldats français. Cette initiative, qu'on doit au général Pétain, fait partie d'un ensemble de mesures destinées à redonner le moral à la troupe très démoralisée après cette offensive du début 1917. Les mentions qui sont faites dans les journaux de tranchées sont à présent très différentes. On a effectivement le récit de matchs organisés cette fois-ci entre de véritables équipes régimentaires. L'arrivée des États-Unis en 1917 sur la ligne de front va aussi contribuer à transformer profondément la pratique sportive. Les Américains arrivent avec leur esprit de compétition et la vision du sport va changer puisque à leur contact, on va voir de plus en plus des sportifs jouer pour gagner. En novembre 1918, l'armistice est signé et pourtant la grande majorité des troupes ne sont pas démobilisées. Cette période qui sépare l'armistice du traité de Versailles en 1919 voit des milliers de soldats désœuvrés se tourner très naturellement vers la pratique sportive. Ainsi, en juillet 1919 ont lieu les premiers Jeux interalliés à Vincennes. Les Américains avaient construit un somptueux stade, le stade Pershing, qu'ils offriront plus tard à la France. De nombreuses épreuves y ont lieu, comme l'athlétisme ou le basketball. L'école militaire de Joinville sert de lieu d'hébergement aux sportifs. Au vu du succès populaire des Jeux interalliés, se pose dès début 1920 la question du lieu d'organisation des prochains Jeux olympiques. Il est finalement décidé que les prochains Jeux olympiques auront lieu à Anvers, un port belge entièrement détruit au cours du conflit. Le choix d'une ville de Belgique correspond aussi à des objectifs idéologiques, puisque la Belgique, pays neutre, avait été envahie par l'Allemagne, on veut en faire un symbole de la reconstruction européenne. À l'issue du conflit, le traité de Versailles rend l'Allemagne entièrement responsable de la guerre. En France, le Comité national des sports décide de l'interdiction de participer à des épreuves sportives accueillant des concurrents de nationalité allemande, autrichienne, hongroise, turque ou bulgare. Les sportifs et les dirigeants allemands sont contraints de renoncer à l'organisation et même à la participation aux Jeux olympiques. Ni les sportifs allemands, ni les sportifs des nationalités alliées à l'Allemagne pendant la guerre ne sont donc invités à participer en 1920 aux Jeux olympiques d'Anvers. Les Alliés se montrent impitoyables avec tous ceux qui se montrent trop proches des pays vaincus. Ainsi, l'équipe de football de Suisse ne peut finalement pas participer aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers, coupable d'avoir, peu de temps avant le début des Jeux, le 27 juin 1920, joué un match contre l'équipe d'Allemagne.
Le traité de Versailles avait pour objectif de démilitariser l'Allemagne. Son armée, suite au traité, est réduite à 100 000 hommes à peine. Cette politique, censée démilitariser l'Allemagne, aura en fait l'effet inverse. La gymnastique et les sports vont y être considérés comme des substituts au service militaire. Privés des Jeux Olympiques d'Anvers, les responsables sportifs allemands vont organiser les Deutsche Kampfspiele, les Jeux allemands de combat. Ces Jeux olympiques nationaux doivent compenser la non-participation aux Jeux d'Anvers, mais aussi préparer la jeunesse allemande à une future prise d'armes. En 1923, Karl Diem va même publier un livre dont le titre est Sport ist Kampf, le sport est un combat. Le titre parle de lui-même. Partout en Allemagne, un nombre très important d'infrastructures vont être construites pour encourager la pratique du sport. Ces salles de sport qui fleurissent partout vont réunir autour de l'activité physique de jeunes Allemands en quête d'activité sportive, mais aussi des anciens des corps francs, dont le capitaine Ernst Röhm. Dans le film documentaire Hitler, la naissance du mal, la première rencontre représentée dans le film entre Hitler et Ernst Röhm, le futur chef des SA après Göring, a lieu dans une salle de sport. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les Jeux Olympiques d'Anvers en 1920. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, profitez-en, abonnez-vous. À bientôt!